Madame, Monsieur, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur la télévision interactive. Bienvenue dans ce 20h. Nous sommes lundi 9 mai 2022. Voici les titres. Renforcement de capacité des acteurs de la Cour des comptes du Burkina Faso du 9 au 13 mai 2022. Une formation rendue possible grâce au projet de l'Union européenne dénommé par KCC et qui vise à rattraper le retard de contrôle juridictionnel dans le secteur des finances. Les liens d'amitié se resserrent entre l'Union pour le progrès et le changement UPC et l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA. Les représentants des deux partis ont échangé aujourd'hui à bâton rompu sur des questions en rapport avec la sécurité et la refondation du pays. La quintessence de cette entrevue dans un instant. Journée internationale de la presse célébrée en différé au Mali pour des raisons purement économiques. L'état des lieux de la liberté de la presse n'est pas non plus reluisant avec 12 places à 2 perdues dans le classement 2022 de l'ONG Reporters sans frontières. Les journalistes maliens interpellent les autorités. Nous démarrons ce 20h avec la présence du Premier ministre dans la région des Hauts-Bassins. Albert Ouedraogo, le week-end dernier, était en effet sur le site du barrage de Samandéni pour constater l'évolution des travaux. 14 ans après le lancement de ce projet de développement intégré de Samandéni et au regard du taux d'exécution des travaux, le chef du gouvernement n'a pas caché sa déception. Fatimata Nikiema et Cheikh Omar Ouedraogo. Depuis 2008, l'année de lancement des activités du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni P10, seulement 2 composantes du programme ont été entièrement réalisées. C'est la composante construction du barrage et celle de la construction de la centrale hydroélectrique. En dehors de ces 2 acquis, 5 autres composantes du programme P10 n'ont donc pas été réalisées. Il y a d'autres investissements qui devaient être faits et qui n'ont pas encore été réalisés. Et il y a des difficultés, notamment pour ce qui concerne l'aménagement de 1500 hectares. Et il y a des difficultés donc à ce niveau parce qu'en fait aujourd'hui on ne peut pas dire aucun hectare n'a été aménagé. Et également il était prévu donc pour ce qui concerne la composante pêche et pisciculture, donc il était prévu donc une station aquacole. Donc ça aussi, je pense que nous sommes au stade d'étude. Il était prévu également l'aménagement et la viabilisation d'une zone agro-industrielle. Donc à ce niveau aussi, on est au stade des études. Au regard du constat fait par le chef du gouvernement, le niveau d'exécution des travaux après plus d'une décennie est en deçà de ses attentes. Il repart donc insatisfait après sa visite sur le site. Je ne peux pas dire que je repars satisfait parce que l'image que moi je me faisais de la réalisation de ce projet, vraiment je ne peux pas dire que je suis satisfait parce que je constate qu'après 14 ans, il y a encore des investissements qui n'ont pas été réalisés et donc on voit que il n'y a pas encore, les seuls bénéficiaires actuellement ce sont les pêcheurs. Voilà, et je m'attendais donc à avoir en tout cas un projet déjà fini et qui vraiment était en marche, mais là je suis un peu déçu quand même. Il faut donc lever les goulots d'étranglement qui entravent la bonne exécution du programme. Et pour ce faire, le Premier ministre a promis de faire le point avec les différents ministères concernés par ce programme. Il s'agit, à l'en croire, de mener une profonde réflexion sur cet important programme afin de trouver des solutions en vue d'accélérer la mise en œuvre du projet. Je vous parlais en titre d'une formation de renforcement de capacité des acteurs de la Cour des comptes, un apprentissage de 5 jours à compter d'aujourd'hui et qui sera axé sur la connaissance des fautes de gestion dans le domaine des finances. Les participants à la fin de cette formation devront être capables d'apporter des réponses aux défis auxquels la Cour des comptes est confrontée en matière de fautes de gestion. Wenkouni Alexis Belemnaba. En 22 ans d'exercice, la Cour des comptes a à peine jugé 5 dossiers de faute de gestion au Burkina Faso. Un chiffre en deçà des attentes selon le procureur général de la Cour des comptes. Réunis ici à Ouagadougou, les conseillers, les greffiers, les présidents des chambres,
Les commissaires de gouvernement s'outillent afin de renforcer leur capacité de contrôle externe des finances publiques. Objectif, rattraper le retard de contrôle juridictionnel dans le secteur des finances, surtout dans les dossiers liés à la faute de gestion. La Cour des comptes est la seule juridiction qui doit juger des fautes de gestion. Nous allons nous réunir pendant toute une semaine. C'est pour amener tous les acteurs à s'habituer aux méthodes. Et des jours à venir, il y aura suffisamment de fautes de gestion qui sont déjà identifiées, qu'ils vont être obligés de prendre la main et de les juger. L'ASE, tous les dossiers de l'ASE viennent à la Cour des comptes. Parce que l'ASE ne peut pas juger. Et nous devons maintenant vraiment armer les conseillers pour qu'ils prennent vraiment ça à bras de corps et juger effectivement les fautes de gestion que l'on concerne, que l'on voit partout. Pour le procureur général de la Cour des comptes, il y a plus de fautes de gestion que de détournements de fonds et de corruption au Burkina Faso. Et les fautes de gestion, il existe plusieurs types. La faute de gestion se définit, si vous voulez, ce sont des violations. C'est d'abord des violations dans l'exécution des recettes et des dépenses. Toute violation par un ordonnateur ou tout autre agent par rapport à la gestion régulière, l'orthodoxie de la gestion. Des actes jugés illicites qui engendrent des pertes économiques à l'État. Il est donc nécessaire pour la Cour des comptes, la juridiction habilitée à juger ce genre de délit, de poursuivre les coupables. La Cour des comptes a pour mission de juger les responsables qui, dans l'exercice de leur mission, commettent des fautes de gestion. Et dès lors que des fautes de gestion sont décelées, il revient à la Cour des comptes de connaître de ces fautes, de juger les coupables et de les sanctionner. Plusieurs modules de formation seront dispensés durant une semaine. Faire de la Cour des comptes une institution de référence en matière de contrôle de finances publiques, résolument tournée vers le professionnalisme, l'excellence et la promotion de la bonne gouvernance, c'est la vision de cette institution. L'UPC et l'ADF-RDA amicalement réunis autour d'une même table. Le parti de Zéphirin Diabré a rendu une visite de courtoisie au parti de Maître Noël à Ouedraogo. Une rencontre pas si fortuite que ça dans la mesure où elle vise à renforcer les liens entre ces deux partis politiques. Plusieurs sujets ont animé les échanges, notamment ceux de la sécurité et de la refondation du nouveau Burkina. Mamidriana Kamabou. Quelle pourrait être la participation ou encore le rôle des partis politiques, à savoir l'Union pour le progrès et le changement et Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain, dans le processus de refondation du Burkina Faso, c'est l'une des questions à l'ordre du jour de cette rencontre. L'UPC et l'ADF-RDA souhaitent apporter leur contribution dans ce processus. La refondation aussi a été donc un sujet autour duquel nous avons échangé en tant que partenaires politiques et les idées que nous nous sommes données permettront sans aucun doute à nos partis de continuer non seulement à faire leur travail mais de se renforcer et se renforcer de manière très significative. Les deux partis politiques ont aussi échangé sur la question sécuritaire, toujours marquée par les attaques terroristes. Les présidents de ces deux partis ont salué la bravoure des forces de défense et de sécurité ainsi que la détermination des volontaires pour la défense de la patrie dans la lutte contre le terrorisme. Zéphirin Diabré a invité le président du Faso à mettre un accent particulier sur cette question. C'est la question sécuritaire qui nous préoccupe parce que c'est celle-là qui commande tout le reste, que ce soit notre vie quotidienne ou l'activité politique. Voilà. Donc sur ce plan, nous sommes toujours dans l'attente de meilleurs résultats et de résultats beaucoup plus forts et plus poignants. On aurait bien aimé qu'en 100 jours, il n'y ait plus de terrorisme, mais tout le monde sait que ce n'est pas facile. Notre souhait est que les nouvelles autorités mettent davantage de force dans l'action et de soutien à la fois à nos FDS et à nos VDP pour qu'on sente une baisse radicale en tout cas de l'insécurité et un retour progressif mais ferme vers une situation donc de paix. Ancien ministre de la Réconciliation nationale du gouvernement de Roch-Kaboré et maître Gilbert Noël Ouedraogo ont évoqué la question de la réconciliation nationale.
Nous avons encore abordé cette question qui demeure une question d'actualité. C'est un volet qu'il faut renforcer et qu'il faut pousser de manière à faire en sorte que ce soit une réalité dans notre pays, le Burkina Faso. Cette visite de courtoisie a été aussi une occasion pour ces leaders de partis de parler de la consolidation ainsi que le renforcement des relations entre ces deux partis politiques. Et dans cette optique, les présidents des deux partis ont annoncé des actions pour les jours à venir. Litige foncier entre les habitants de Huitenga et la société de promotion immobilière à Imorex. Réunis en Assemblée générale d'information ce 7 mai 2022, les membres de l'association Zidinwa pour le développement du village de Huitenga dans l'arrondissement numéro 11 de la ville de Ouagadougou ont dénoncé une acquisition frauduleuse de leurs terres par la société Imorex. Plus de 600 hectares auraient été en effet achetés par la société de promotion immobilière, une superficie fort contestée par les résidents. Ne trouvant pas de terrain d'entente, l'affaire a été portée devant les juridictions et le verdict est attendu pour ce mardi 10 mai. Michael Tougri et Chekoma Ouedraougou. C'est une affaire foncière qui crée des gorges dans le village de Huitenga, secteur 49 dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. La superficie querellée est estimée exactement à 666 hectares qu'aurait acheté la société de promotion immobilière Imorex. Le litige est porté devant les juridictions par 34 propriétaires terriens de Huitenga. Ces résidents ne reconnaissent pas avoir vendu leur lopin de terre à Imorex. Ils estiment être victimes d'une opération d'accaparement de leurs terres. On n'a pas vendu son terrain à quelqu'un qui délibérément l'intègre dans un titre foncier et vous enferme ensuite parce que vous occupez son terrain, ça pose véritablement problème. Donc nous voulons qu'on rapporte ce document et que les gens puissent jouir de leur terrain. Quand vous prenez donc les décharges qui ont été fournies, ce sont des décharges qui sont signées généralement entre le vendeur, l'acheteur, un ou deux témoins qui ne sont même pas de la famille de celui qui vend les terrains. Nous savons tous au Burkina comment on vend les terrains. Un terrain est un bien familial et ce n'est pas seulement une seule personne qui vend, c'est généralement 1, 2, 3 personnes de la famille qui sont là pour témoigner donc de la régularité de la vente. Ce samedi, l'association Zidinwa pour le développement du village de Huitenga a réuni ses membres pour dresser le bilan de ses actions et dénoncer l'attitude de la société de promotion immobilière. Imorex dans le dossier est accusé d'accaparement des terres des villageois en produisant des fonciers d'origine douteuse. Les habitants sont formels, la société a bel et bien acquis une importante superficie de terre dans le village de Huitenga, mais pas plus de 600 hectares. Avec titre foncier datant de 1974 qui est inclus dans ces 666 hectares. Ceci, c'est un exemple. Il y a ensuite une volée donc, de propriétaires, 34 personnes qui totalisent autour donc, de 150 hectares qui sont constitués donc, dans la plainte qui a été déposée, qui n'ont pas vendu à Imorex. Nous savons que Imorex possède des terres. Il a acheté des terres. Ça doit probablement tourner autour donc, de 150-200 hectares, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Nous sommes formés. Il a acheté des terrains, mais il n'a pas tout acheté. Vous faites la moyenne, 666 hectares divisé par 25, ça tourne autour de 26 hectares par personne. Ces personnes reconnaissent avoir vendu 1 hectare, 2 hectares, 4 hectares, certains 10 hectares, mais personne d'entre eux n'a 26 hectares à vendre. Donc il y a quelque part un problème dans la qualité donc, des documents qui sont produits. Le litige foncier qui oppose la société de promotion immobilière Imorex et la population de Huitenga réunie au sein de l'association Zidinwa portée devant la justice connaîtra son verdict ce 10 mai 2022. Fin de la 30e édition du festival Jazz à Ouaga. Les lampions se sont éteints dans la nuit de ce 7 mai. C'est avec un grand concert que cet événement annuel a été clôturé après avoir duré 9 jours dans la capitale à Burkinabé. Le thème de cette 30e édition était 30 ans au service de la musique. Le point avec Annie Gladys Ada et Serge Kabori. Chorégraphie, concert live, c'est dans cette ambiance que la 30e édition du Festival Jazz referme ses portes. C'est à travers cette prestation du trio 368 que le claviériste malien Cheikh Tidiane Seck, alias Black Buddha, a rendu un vibrant hommage aux icônes du jazz africain partis très tôt. Ce fut une immense joie pour Black Buddha, leader du groupe comme à toutes les éditions d'ailleurs, de prester sur la scène de Jazz à Ouaga.
retrouver sur une scène comme ça, la même scène, avec à peu près la même composition, il y a une dizaine d'années, en 2012. Je me souviens de l'effet que j'ai eu et aussi les tentatives avortées où il y avait soit c'est la pluie qui gâtait ou il n'y avait pas d'électricité. Aujourd'hui, tous les ingrédients étaient là malgré l'absence du troisième compère qui, pour cause de Covid, n'a pas pu nous joindre. Mais on a découvert qu'il y avait au Burkina des jeunes pousses à en devenir. Tous les ingrédients étaient réunis pour la réussite de ce 30e anniversaire du festival. À en croire le président du festival Jazz à Ouaga, le défi est relevé après une semaine de musique jazz et de fête malgré les inquiétudes qui ont plané au début du festival. La 30e édition de Jazz à Ouaga s'achève en beauté, dans une salle comble, avec des musiciens de haut niveau. Qu'est-ce qu'on rêve de plus? Pour une fois, pas une seule pluie. C'est très rare qu'on fasse Jazz à Ouaga sans avoir une pluie qui nous dérange. Et pour une fois, même les membres des ancêtres étaient avec nous. Et ils ont permis que la pluie vienne après Jazz à Ouaga. Donc, on est des organisateurs très comblés. Malgré le rendez-vous manqué avec le batteur Paco Seri qui n'a pas pu faire le déplacement de Ouagadougou, les festivaliers ont apprécié positivement cette cuvée du festival Jazz à Ouaga. C'est une magnifique soirée, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je n'ai jamais assisté à une soirée pareille et j'avoue que c'était vraiment fantastique. Paco Seri, qui était là à l'édition précédente, mais qui n'a pas pu être là. Mais bon, je vois que il a été bien. Jacob a su apporter sa touche afin que ceux qui ne connaissaient pas Paco Seri ne ressentiront pas forcément cette absence-là dans l'harmonie du spectacle qui a été donné. C'était une très belle soirée avec Cheikh Tidiane Seck qui a su faire vraiment le tour de tout ce qu'il y a comme jazz et qui a su rendre hommage aux artistes burkinabés qui depuis 30 ans ont disparu. Après 30 ans de vécu, le festival Jazz à Ouaga se fixe selon son président de nouveaux défis. Des défis qui ont pour nom la création d'une scène permanente, pérenne de promotion du jazz et la mise en place d'une structure dénommée le Jazz House qui permettra aux artistes de performer et de se former. Mais en attendant, le rendez-vous est pris en 2023 pour la 31e édition du festival Jazz à Ouaga. Actualité sportive, la Fédération burkinabé de cyclisme a tenu une assemblée générale extraordinaire et un conseil de gestion ce samedi 7 mai dans la salle du comité national olympique des sports. Le comité exécutif à la tête de l'instance depuis 2020 a jugé indispensable de marquer un arrêt pour y revoir le fonctionnement et apporter des innovations. 2 points étaient à l'ordre du jour, à savoir la révision du statut de la Fédération burkinabé de cyclisme et le règlement ainsi que le statut de la coureuse sélectionnée en équipe nationale. Assami Tiamtori. La Fédération burkinabé de cyclisme a fait une halte pour revoir le fonctionnement au sein de la fédération. Pour cette première assemblée générale extraordinaire, l'objectif est d'abord de revoir les tests qui datent depuis 1996 et rendre compte de la gestion du mandat. En outre, l'assemblée se penchera sur les statuts des coureurs et coureuses sélectionnés en équipe nationale. Il y a des modifications à faire. Je rappelle que ces textes datent de 1996. Donc il y a des choses qui sont devenues obsolètes. Donc dans un premier temps, on va essayer de travailler sur les textes et dans un deuxième temps, nous allons rendre compte de notre gestion depuis le début du mandat. Peut-être que vous ne le savez pas, mais souvent on a des difficultés lorsqu'on convoque les coureurs en équipe nationale. Donc du coup, on veut recadrer tout ça. Et à l'unanimité, lorsque c'est adopté, quand on appelle un athlète, que son président soit d'accord par rapport à ce que nous avions arrêté aujourd'hui. Le ministère des Sports a pied d'œuvre dans le processus de sensibilisation des différentes fédérations aux relectures et applications des textes, l'une l'initiative de la Fédération burkinabé de cyclisme. Pour eux, cette démarche leur permettra d'éviter les crises et d'apporter une bonne image à la discipline. Il est prévu que il y ait assemblée générale chaque 2 ans et il y ait conseil de gestion chaque année.
le moment, les fédérations traînent encore le pas à respecter ce genre de choses, qui sont donc le cadre ou les cadres dans lesquels les gens doivent discuter des problèmes pour éviter les crises. Depuis le début de ce mandat, vous avez vu que tout est calme, mais ils ont compris aussi que ces problèmes venaient pour la plupart du temps des textes qu'il fallait revoir pour permettre de s'entendre, s'accorder sur un certain nombre de choses pour éviter les crises dans les structures. La Fédération burkinabé de cyclisme, à l'issue de cette Assemblée générale extraordinaire, pourra être à jour avec l'évolution des textes pour le bonheur des amoureux de la petite reine. La 28e journée de la Ligue 1 s'est jouée ce dimanche 8 mai 2022. Le Rail Club du Kadiogo RCK, deuxième avant cette journée, croisait les crampons avec le Kiko FC en très mauvaise posture dans le championnat. Ce fut un match riche en engagement qui a finalement tourné en faveur du RCK avec un score de 1-0. Les Faucons, par cette victoire, s'emparent de la première marche dans le classement. Hyacinthe Sawadougou. Le Rail Club du Kadiogo est le nouveau leader après sa victoire étriquée d'1-0 face au Kiko FC à l'occasion de la 28e journée. C'est un match très musclé qui nous a été servi dès le début. Qu'à cela ne tienne, le Kiko FC était conscient visiblement de la force des frappes de son adversaire du jour. Même avec le peu d'occasion dans cette première partie, le RCK viole la cage de Kiko sur ce coup de pied arrêté. 1-0. Les choses resteront-elles jusqu'à la pause? À la seconde partie, les poulains d'Amadou Sampo privent complètement l'équipe de Bobo du ballon. Des situations de but, les Faucons en ont eu à l'image de ce coup franc, mais qui enfin ne change pas le score. Pour le coach du RCK, l'essentiel était d'empocher les 3 points. C'est ce coup de pied arrêté qu'on fait la différence, parce qu'on a bien travaillé, on savait que ça allait être difficile parce qu'il allait jouer bien en bloc et on a pu gérer cette situation en avance et il fallait gérer aussi le match. Et si les attaques rapides, on les négocie mal, on a des milieux qui aiment trop tripoter et qui aiment trop orienter le ballon latéralement. S'ils avaient orienté vers l'avant, en ce moment on pouvait peut-être aggraver et puis avoir aussi un peu de calme pour jouer. Mais on a eu 2 situations chaudes où on pouvait marquer, mais regardez, les jeunes joueurs, ils veulent tellement magnifier qu'ils veulent jouer jusqu'à rentrer dans les buts, ils ne tirent pas. Voilà, et c'est compliqué, mais je pense que l'un dans l'autre, le plus important, c'était de prendre les 3 points et regarder aussi le classement des autres pour pouvoir bien terminer les 2 journées qui restent. Le Kiko FC, mal en point, avait une idée dans la tête, c'est recoller au classement, n'étant pas loin de la jaune rouge. Son maître à penser, Issa Ouina, déplore l'arbitrage de ce match et crie au scandale. Et tout s'est passé sous vos yeux, des mains dans les surfaces de réparation, on refuse de siffler. On va jusqu'à inscrire notre joueur pour quelqu'un qui est couché sur la balle vient toucher sa main. Je crois que c'est déplorable. Cet arbitre, ça fait 3 de nos matchs successivement, celui que l'arbitre, il y a toujours des problèmes d'arbitrage. Je suis désolé, c'est pas une habitude pour moi, mais quand c'est trop, il faut le dire. On demande ici l'équité. Si on demande à ce que les matchs se jouent les mêmes heures, c'est pour éviter que les enfants fassent des calculs. Qu'on siffle, comme vous l'avez vu, que les enfants jouent et qu'ils méritent. Moi, je suis d'accord pour les billes. Un coup franc, c'est bien passé, je ne peux pas apprécier leur jeu. Maintenant, quand les enfants jouent et qu'ils méritent quelque chose, qu'on donne. Parce que c'est les règles, c'est les lois du jeu. Voilà, donc je suis désolé, mais je félicite, je tire vraiment mon chapeau à tous ces enfants et on va continuer de se battre pour ce métier. Le Rail Club du Kadiogo est à présent en tête du classement avec 47 points à 2 journées de la fin. Quant à son adversaire du jour, il lui faut encore cravacher dur pour son maintien. Nous terminons avec une actualité hors de chez nous. Au Mali, la Maison de la Presse a célébré hier à 8 mai, en différé donc, la Journée internationale de la presse. Cette célébration a été retardée selon les organisateurs à cause des circonstances économiques précaires du pays. La Maison de la Presse a fait l'état des lieux de la situation des journalistes maliens. Le tableau est sombre. Par ailleurs, le classement 2022 de l'ONG Reporters sans frontières positionne le Mali au 111e rang, lui faisant perdre ainsi 12 places. La Maison de la Presse invite les autorités à veiller au respect de la liberté de la presse. Correspondance de Bourima Soulou.
La Maison de la Presse du Mali a célébré ce dimanche 8 mai en différé la Journée internationale de la presse. C'était autour du thème « État de la liberté de la presse en cette période de transition au Mali ». D'entrée, le président de la Maison de la Presse a donné les raisons qui ont poussé la fêtière à repousser la célébration de la Journée de la presse au Mali. Habituellement, nous organisons une semaine nationale de la liberté de la presse. Cette année, à cause de la situation sociale et économique précaire du pays, nous avons opté pour un format de célébration simple, très significatif dans l'honneur et dans la dignité. Pour le premier responsable de la Maison de la Presse, les conditions de travail des journalistes sont précaires. Nous célébrons cette journée dans un contexte marqué par la disparition prolongée du journaliste Birama Touré depuis 6 ans. L'enlèvement et la détention forcée de Hamadou Niali Bouli de la radio Dande de Douanza depuis le 27 septembre 2020. De Moussa Banadiko de la radio Haïre de Boni. D'Olivier Dubois, journaliste vivant au Mali depuis 10 ans avec sa famille, enlevé le 8 avril 2021, nous avons maintes fois attiré l'attention des plus hautes autorités de notre pays sur leur situation. L'occasion est aujourd'hui bonne de le rappeler. Bandjougou Dante n'a pas caché son souhait de voir la haute autorité de la communication, l'organe de régulation des médias au Mali, jouer la mission qui est la sienne. S'agissant de cette institution, la HAC, dont le rôle est essentiel dans les États modernes, que ce soit dans l'attribution ou le retrait des autorisations d'établissement et d'exploitation des fréquences ou dans les processus électoraux. L'intervention du chef de l'État est sollicitée pour rendre à notre HAC sa fierté et préserver les acquis inestimables qu'elle a pu obtenir en seulement quelques années. La HAC demeure un outil précieux dans les États démocratiques modernes. Elle peut et doit éviter à nos gouvernants la prise de décisions hâtives, inutiles et néfastes pour l'image du pays. À noter que le Mali occupe le 111e rang mondial en matière de la liberté de la presse selon le classement 2022 du Reporters sans frontières. Le pays a perdu ainsi 12 places par rapport au classement de 2021. Fin de cette édition, je vous donne rendez-vous demain à 20h. Dieu voulant, bonsoir.